Bonjour à tous, je vous propose de passer à la slide suivante donc pour ce 5e webinaire. Le programme est divisé en deux parties. Il est d'abord la présentation de Dr Assaad Afat sur les principes et les enjeux de la prophylaxie dans les pays à faible revenu. Et puis la deuxième présentation sera, voilà, très bien, merci. La deuxième présentation sera sur les enjeux associatifs et médicaux sur la mise en place de la prophylaxie avec l'exemple de la Guinée, avec les interventions du docteur Mamadi Diakité et d'Edouard Hamelin. Et puis, on conclura, Philippe de Merlouz et moi-même. Nicolas Giraud n'a pas pu être là, malheureusement, être à nos côtés. Donc, Philippe, peut-être je te laisse introduire la présentation du docteur Assaad Afar. Carole, je vous propose de changer de présentation. La présentation que la personne va voir, ça va être en français, mais je vais parler en anglais. Oui, c'est ça. Donc, quand je change le slide, je vais dire à Carole pour avancer le slide. absolument, OK? absolument. OK, merci beaucoup. Donc, est-ce que je Philippe, peux... peut-être un petit mot d'introduction pour le docteur Assaad Afar? Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Assaad, qui est personne indispensable à la Fédération mondiale de l'hémophilie depuis tellement d'années. On a eu la chance de se rencontrer pratiquement à nos débuts, Assaad et moi, au début où Assaad a rejoint la Fédération mondiale et on travaillait pour le Liban ensemble. Et ça remonte à beaucoup d'années. Bref, Assaad, je ne vais pas faire long, je te passe la parole, mais en profitant de te remercier pour tout. Oui, merci. Je ne sais pas comment la Fédération mondiale va continuer sans toi. Pour moi, c'est une énigme parce qu'il me semble que tu es irremplaçable. Mais enfin, voilà. Merci beaucoup, Assaad. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je vais commencer tout de suite et je m'excuse pour la lumière ici parce que il était encore, il n'y a pas de soleil, c'est avant de 6h30, 6h le matin ici. Donc, je vais parler de le suivant, s'il vous plaît. L'agenda, I'm going to talk about historical background, what is prophylaxis, the regimen of prophylaxis, some examples from around the world of the low-dose prophylaxis. Donc, I'm going to cover some kind of introduction about historical background of prophylaxis, the definition according to our treatment guidelines, and then I'm going to go through some examples from Africa for low-dose prophylaxis and challenges usually people see in prophylaxis in Africa. Suivant, s'il vous plaît. So the history of treatment, as you can see here, started long time ago. In the 1950s was the blood transfusion and then fresh frozen plasma, and Judith Poole discovered the cryoprecipitate. Then we had a lot of plasma-derived products, the recombinant products, and then the extended half-life. There is now another extra extended half-life, which is going to be introduced in the market soon. And end of that is the novel therapies like emicizumab, for example, or other non-replacement therapy, ending with gene therapy. Next, please. So about historical background, I remember when we started in the Federation, we used to see some of the early papers in the about prophylaxis. And we know that this started in the 50s by Ingemar Nelson from Sweden. The notion was very simple. They noticed that the people who are moderate hemophilia, they don't bleed like the people who are severe hemophilia. So they thought that if we can bring the person with hemophilia from severe to moderate, we might get less bleeding episodes. And that's how this started. So Ingemar Nelson was the first person to start this. There was another person in Sweden in 65, and then Carol Kasper and Shelby Tetrish in 1970. Next, please. Few other papers came also in the 74, 76, which are listed here, and 97, but the real proof came in 2007, and I'm going to talk about that paper, which is very important, really, by Manco Johnson. Now, criteria to start prophylaxis was accepted. So if we go to next slide,
The pioneer in prophylaxis, as you can see here, are really two people. Inge-Marie Nelson, who is on the left from Sweden, and Simon van Griffeld from the Van Griffeld HTC in Utrecht in the Netherlands. Like we said, they started by regular infusion with cryoprecipitate and then increased pre-infusion level to above 1% and changing the severe hemophilia into a moderate hemophilia. Next, please. At the WFH, we have now our third edition of our treatment guidelines. And in that, we have a separate chapter, and I really would encourage all of you to go back to that document, which is really good. It covers everything. It's called the Hemophilia Treatment Guidelines, and I'm sure my colleague Sheikh, who is responsible for the region, can send you a PDF of this file. So now prophylaxis, according to our treatment guidelines, is defined as consists of regular administration of products aimed at maintaining hemostasis to prevent bleeding. Like I said, it is to bring the person from the severe to the moderate. And that will lead and enable people to lead healthy and active lives. So we have always to measure the physical and the quality of life and social activities of the person when we talk about that. Next, please. So here in the balance, we see the difference between prophylaxis and on-demand therapy, or what we call episodic therapy. So with prophylaxis, we can see that there is a reduction in bleeding episode. There is reduction in the severity of the bleeding episode. The joint mobility is also much better. Quality of life is far, far much better. Life expectancy is higher. And the cost also is, if we take in general everything, we will find that the cost even is better when we put people on prophylaxis, and we'll see some evidence later. Next, please. There was a very nice paper by Alessandro Rangieri about also the quality of life and prophylaxis. And Rangieri said that quality of life needs to be taken into consideration when comparing cost, since it is an essential outcome that affects the daily life of the patients. So this really paper proves that also with prophylaxis, we have a better quality of life. The real proof for prophylaxis came in 2000. Assad? Yeah. If I may, yeah, no, just because there was a disruption between in the presentation. We are on the prophylaxis and quality of life slide. So yeah, so we need please to move to the next one, which is number 10. So it's proof in real life. Yeah, the real proof. Yeah, and the real proof is from Dr. Marlene Manco Johnson from Denver in the USA, where she had a comparable study between patients that they were put on prophylaxis and patients that they were put on demand. And she followed them over 5 years. And she found that 93 who were on prophylaxis had normal joints, compared to 55% of those who were on demand that had normal joints. So you see the difference. And then the prophylaxis also was associated by 83% reduction in joint damage. So this is was the real proof, because it compared people with on demand and people on prophylaxis. Next slide, please. So now we're going to talk about the regimens or the doses of prophylaxis. Next, please. You can see we have major 4 regimens or doses of prophylaxis, and that's according to the size of the cohort that you are using and your resources. In Sweden, usually they have the high dose, which is between 25 to 40 IU per kg, 2-3 times a week. There is what we call the intermediate dose, which is the Dutch protocol from Utrecht, and it's a little bit lower. And the low dose prophylaxis, which really is very good, and we recommend that in most of the countries with limited resources, and that is between 10 to 15 IU per kg,
twice a week for hemophilia A. And some people even give it once a week and follow the people. There is also another one, which we call it the dose escalation Canadian, and that would include 50 IU per kg once per week. And then you assess if the person's still having bleeding rates or still bleeding, then you do it twice a week, and then you go even to 3 times a week. So the Canadian escalating dose is 50 IU per kg once a week, and you evaluate. You might increase it to twice a week or 3 times a week. Next, please. We're going to talk now about examples from Africa about low dose prophylaxis. Next, please. And I'm going to go into the Tunisian low dose prophylaxis, which was done by Dr. Emne Guider, where she had 55 children on prophylaxis, and the age of initiation was, the mean was 5.3 years, and she started with 20 to 30 IU once weekly. And you can see this is almost the intermediate dose, but instead of having it twice, it's once a week, which is already give a very good effect if we take the total number of IUs used in annually at the end. And she then increased it to 10 to 15 IU twice. So according to the person response. And the total bleeds decreased by 80%, and she didn't see any target joints noted at that time. And this was also paper published in Hemophilia. If we go to the next one from Tunisia, we will find also a paper from Algeria, which was submitted to our Hemophilia. Next slide, please, Carol. Yeah, next Algeria, please. And we will see here that this low-dose prophylaxis from Algeria, which was presented in our HEMNET meeting in 2018, it consisted of 112 patients, 90 hemophilia A and 20 hemophilia B. And majority of them were on secondary and tertiary prophylaxis, which means that they had also some kind of joint damage at the onset of this, and included 22 children on primary prophylaxis. Now, the age of the onset was between 20 to 26, and the dose, which again we need to take into consideration, 15 to 20 IU per kg, once per week or twice per week according to that. And again, she noticed that the reduced number of absenteeism days from 2 to 3 times per week to 0, or even 1 during the prophylaxis period. Next, please. We have also another paper from Egypt, which was presented in the HEMNET. And that low-dose prophylaxis, they concluded that in children, it can prevent more than 80% of the bleedings. And the low-dose is most effective when started before joint bleeds, so before we have a target joint, really. And the data support that it should be started before the age of 3 years. If we go to the next slide, please. Also, there was 25% risk that patients will develop inhibitors with the first 50 exposure day. And we will talk about that when we talk about challenges. And the patients who develop inhibitors, they should be put on low-dose ITI. Again, we are going to cover this. And the children on prophylaxis need to be closely followed up in order to make sure everything is fine. Now, this leads me to the next slide. And it's just to compare what's happening around the world now and 100 years ago. Everybody has seen on the left side, this is the cover of the textbook of hemophilia. And we can see here the famous Alexei, Prince Alexei, who had hemophilia, and he had this contraction, always flexion contraction in his left knee. So always his left knee was like this. Whenever they photographed him, he had some kind of a bench that he used to put his leg on. And by chance, we saw this nice child from Mali in 2016 who had exactly the same. So unfortunately, during 100 years, we didn't have much improvement in hemophilia care in the developing world. Next, please. So as a conclusion, we can say that primary prophylaxis can prevent joint disease. After this starts,
after we have a target joint, signs of arthropathy will appear even with very high dose. So the best is to start as early as possible. Episodic treatment is not a treatment regimen for hemophilia. So we shouldn't, as long as we can do even low dose prophylaxis, we need to go there. Now, our humanitarian aid program supports low dose prophylaxis, and we will be very happy to all the countries that they are from West Africa on our program to talk to them and see how we can put people on prophylaxis, particularly children under 5 years of age. So if we go, please, to the next slide, we can see that there are other additional benefits, like the reduction in musculoskeletal pain, reduced hospitalization, and even reduce in the stay of the hospital. The school and work attendance is much better. We have full participation in professional and leisure activity. And this was also proved in a paper by Alok Srivastava and Manuel Carqueo. Next, please. We at the WFH, we have what we call development model, and we have about 10 steps that we would like countries to follow one by one in order to reach a full hemophilia care program. And if we go to the next slide, you will see these 10 steps. So first of all, provision of care within the government health system. And we go, as you can see, step by step by having national registry, access to accurate diagnosis, which is really the first step in establishing good care. And you can see here that number 7 is prophylaxis and home treatment. So prophylaxis and home treatment is really one step in establishing a national hemophilia care programs. Next slide, please. And this curve is taken from an old paper by Bruce Evett at the beginning of this century. So it is about 2001. And you can see here that if we start putting resources in hemophilia, we usually get immediate response. And then the curve starts to be flattened step by step. But between 4 and 5, you see that 4 IU per capita, we can really reach very good prophylaxis, but that's also for high dose prophylaxis. If we go into low dose prophylaxis, we can start this even with less than 2 IU per capita. There are many questions remain unanswered. So please, if we go to next slide, and then next slide on 25. The previous slide, la slide précédente, voilà. 25, please, yeah. And this is the challenges or questions with prophylaxis. When we start with the patient and when we stop, who to put on prophylaxis, and the question of guaranteed access to product, the cost, inhibitor, adherence, and all that. And we're going to try to cover all this one by one. So next slide, please. So when to stop? I already mentioned that it's very important in order to prevent arthropathy is early start. So before we have a target joint, or even if we can start before the first bleed or immediately after the first bleed. Like I mentioned, we need to start before we have a target joint, and we need to keep the child on prophylaxis for a few years before we stop to prevent any major bleed during early years, of course, where they run and fell and hurt themselves. We could stop prophylaxis if we don't have the right resources at the age of 9 or 10, and that's what is usually done in many parts of the world. So if we go to the next slide, please, which is guaranteed access to product. Many people find it difficult to start prophylaxis because they are not sure about tomorrow. And that's here the beauty of our humanitarian aid program. In many countries where we give humanitarian aid, we can guarantee with them the minimal quantity of product that they can use for low dose prophylaxis. And I encourage you, really, the people from West Africa who are here, to contact our regional manager, Sheikh, to discuss with them this. And then we can have also some discussion between you and the humanitarian aid department to see how we can give you some product in order to start at least the children under 5 years of age on prophylaxis. Next, please. Now, who to put on prophylaxis?
we mentioned that it's the children under age of 5. And we need to make sure that the families are really committed to the concept of hemophilia. We need them to buy it. We need them to make sure that they are going to give the patient always the right dose at the right moment. And that's what we call adherence. And for that, we need to initiate home therapy where is possible, because we cannot always guarantee that the person is going to come to the treatment center to get the prophylactic dose. So we need to have the product at home in order they get the prophylactic dose on time. Now, another big challenge will be how to properly store the product at home, because I know there are many homes that they don't have fridges to store the product, or with electricity shortage also, that's a big problem. And we solve this in some countries in Africa by putting the product in some pharmacies or small health centers, and the person could go to that center, which is very near his home, in order to get the prophylactic dose. Next, please. Inhibitors is one of the complications that might happen, and many people say that inhibitors is the worst nightmare that can face both the treater and the patients. And we can say that inhibitors for factor VIII can reach 25 to 30%. It's less in hemophilia B. So if we are going to do prophylaxis, we need to make sure that we have a baseline of inhibitor and we test it before we start prophylaxis. And then we go always on testing the prophylaxis in the protocol that we are going to develop, let's say by 10 exposure day, 20 exposure day, and so on. Usually the risk of inhibitors development starts to go down after 50 exposure days, and many people say it is after 75. Next, please. The IV access is very important, and we've seen people that especially young children, small children, they don't have good venous access. So this is again a very big problem for families and children to be put on prophylaxis, and to put a portacas or to have an infusion line. Sometimes it's very difficult because of the risk of infection and all that. But that's really another problem that is going to reduce the adherence and acceptance of the families for the prophylaxis. And lastly, the breakthrough bleeds, because even with prophylaxis, we sometimes have breakthrough bleeds, and we need to make sure that we treat these breakthrough bleeds, which happens sometimes, with the full amount, in order to make sure that the person doesn't have joint disease. Next, please. This curve here is really very important, because this is from our own experience at the WFH, and it's based on the acute bleeding episodes compared to the people that we put on prophylaxis. And as you can see, in 2019, we had 65 bleeding episodes in the program, compared to 22 people on prophylaxis, which is the green line. If we go with the green line step by step, you will see that in the year 2022, when we added more patients. Sorry, next slide, please. Maybe. Sorry, I forgot about that. Sorry. So we are now in slide 32, and we can see here that in the year when we started, for example, counting the acute bleeds 2019, we had 65,000 bleeding episodes when we had only 1,622 patients on prophylaxis. We started to increase this, and with the increase of patients on prophylaxis, we noticed a decrease in the acute bleeding episodes. So compared to 2022, when we have almost 4,000 patients on prophylaxis, we witnessed only 41,000 of acute bleeding episodes. Next, please. The last thing that we need to mention is the measuring progress, because if we put people on prophylaxis, we need also to make sure to have some information about before and after. And the best thing is to measure it by the hemophilia joint health score. So we ask our physiotherapist in the center to do the scoring of the joints, in order to make sure that we follow this and have a good information about
the health of the joints and also monitor the improvement of quality of life. And there are many other methods to do that, like the EQ D5, which is a small questionnaire to measure that. Now, the next slide is just to show you example from Africa, and this is taken from Enugu in Nigeria. All these children are waiting for their weekly dose in the center in Enugu in Nigeria to get the prophylactic dose. I was there by chance, and that was the day where they had these children come every week to do prophylaxis. And the same next slide, please. That's the last slide in the presentation. We can see that when we have good prophylaxis for children in Africa, they can play football easily. Thank you very much. Thank you, Assad. Thank you a lot for all the things you do. I think we will do a mixture between English and French, so the people are allowed to ask you the question in French, and you choose if you want to, if you prefer to speak in English or in French, but I know that you can understand in French also. I think there are many questions asked, and I will let the floor to ask you the question. Mais ma première question, Assad, c'est quelles sont les principales difficultés que vous avez à la Fédération mondiale? Parce que nos collègues africains, souvent, ils ont l'impression qu'ils ne reçoivent pas assez de produits et parfois c'est le problème qu'ils n'ont pas anticipé. Mais quelle est la limitation du produit que vous pouvez fournir aux pays qui sont demandeurs? Do you understand my question, Assad? Yeah. Les choses les plus importantes ici, c'est l'âge de patients qui on va commencer avec le prophylaxie. Et dans la Fédération mondiale, on se joue toujours d'avoir ça dans l'âge moins de 5 ans. Et qu'est-ce qu'on demande de pays qui il veut commencer le prophylaxie? De faire un tableau avec tous les patients, envoyer le tableau à nous, avec les patients de moins de 5 ans. Le plus important aussi, c'est le poids de le patient pour les enfants moins de 5 ans. Parce qu'avec ça, on peut calculer combien de produits ont besoin pour mettre les enfants moins de 5 ans sur prophylaxie. Et on peut envoyer ça au pays pour commencer ça. Donc, toujours pour les aides humanitaires, il y a 2 ou 3 choses. Vraiment, il y a 4 aspects de choses pour utiliser le produit. D'abord, c'est le pour saignant aigu. Le deuxième, c'est pour le prophylaxie. Le troisième, c'est pour la chirurgie. Le quatrième, pour le ITI. Donc, si on ne peut pas maintenant toucher le ITI, on peut toujours concentrer sur le prophylaxie et le saignant aigu. Si on peut avoir 7 tableaux de chaque pays, on peut calculer les facteurs qu'on a besoin pour mettre les personnes sur prophylaxie et envoyer ça au pays, et on peut garantir ça. J'ai encore une question avant de passer la parole à tout le monde. Mais ma deuxième question, c'est pour l'hémicizumab, parce que évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Et en particulier, nous, quand on va, et moi j'étais la semaine dernière à Nairobi et j'ai vu ce qui se passait pour le Kenya, ça change tout quelque part. Ça change le problème d'un des diapos que tu as montré concernant l'abord intraveineux versus sous-cutané. Ça change évidemment complètement le nombre de fois où les patients doivent s'injecter. Et alors on voit que ça commence un peu partout dans les pays d'Afrique. Mais là, je pense qu'il doit y avoir une limitation, que vous n'avez pas assez d'hémicizumab pour l'hémophilie A pour donner à tous les patients auxquels vous aimeriez ou nous aimerions que vous puissiez donner du produit. Oui, pour le hémicizumab, nous avons établi quelques critères pour introduire les patients sur le hémicizumab. Et je pense presque tous les
tous les pays qui sont présents ici, ils sont de bénéficiaires de l'emicizumab. Peut-être pas encore pour le Guinée, mais presque tous les pays ici, ils sont sur le emicizumab. Les critères, c'est 4. Le premier, c'est le plus important, c'est l'enfant avec inhibiteur. Le deuxième, c'est l'adulte avec inhibiteur. Le troisième, c'est l'enfant sans inhibiteur, mais avec une histoire de saignant intracrânienne ou intra-abdominal, avec un saignant qui est life-threatening. Et le quatrième, c'est les adultes sans inhibiteur, mais avec un ABR élevé. Donc, si on peut avoir aussi toutes les formations de pays, on peut contacter le fournisseur, le manufacturier, et on peut ajouter un pays avec les enfants avec inhibiteur sur ça. Merci Assad. Je passe la parole. Je vois que Thomas Sagné, tu veux poser une question, Thomas. Oui, il y a plusieurs questions qui sont posées, Philippe, mais moi j'en ai une première. Je ne les vois pas, alors tu peux relayer, je te fais. D'accord, je les relayerai. Là, il y a Cherniang aussi qui a demandé la parole. Moi j'ai une première question, Assad. Tu as dit qu'un des critères de la FMH, c'est les enfants de moins de 5 ans pour entrer en prophylaxie. Or, une des difficultés pour les pays en particulier qui sont concernés par la FAD, c'est que les diagnostics ont commencé très récemment. Et donc, les diagnostics sont parfois pour des enfants de 8, 9, 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que la Fédération mondiale fait une exception et accepte l'idée que pour ces enfants-là, ils puissent être initiés une prophylaxie? Oui, on peut faire l'exception, ce n'est pas grave. Mais aussi, il faut travailler ensemble. Nous, comme Fédération mondiale, avec notre le personne responsable de l'Afrique de francophonie, avec la FAT, avec les pays, pour établir un programme national pour améliorer le diagnostic de hémophilie, l'enfant avec hémophilie, le plus tôt possible. Merci beaucoup, Assad. Cherniang. Oui, merci beaucoup Thomas. Félicitations à Assad pour cette brillante présentation et très instructive. Ce que je voulais rajouter, c'est un peu l'importance du respect des rendez-vous pour les patients. C'est quelque chose qui devient de plus en plus une problématique pour la prophylaxie, parce que dans certains pays, on voit que les prestataires disent que malgré que les patients ont une amélioration dans leurs conditions de vie, il y en a des patients qui ne viennent pas au rendez-vous, et ceci est, je crois, comme l'a dit Assad, est extrêmement important. Et c'est là où les associations, on voudrait faire un appel de grue aux associations pour que les membres des associations puissent aider le corps médical en sensibilisant davantage les patients au respect des rendez-vous pour que la prophylaxie puisse se poursuivre dans d'excellentes conditions. Comme Assad l'a dit, nous sommes ouverts pour inclure de nouveaux pays. C'est le cas pour la Guinée et le Rwanda, où on n'a pas encore les Libra. Mais on va travailler avec ces différents pays pour voir avec Assad comment est-ce que ces pays pourraient être inclus dans le programme de la FMH. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cher. Alors, il y a deux autres questions pour Assad. La première, quelle piste de développement des capacités de stockage réfrigéré, soit à l'hôpital, soit à domicile? Assad, tu as souligné que quand on n'avait pas de stockage au froid des produits à son domicile, un des éléments, c'est d'avoir un accord avec une pharmacie, un centre de santé près de chez soi pour avoir le plus proche possible les traitements, parce qu'on sait très bien que plus les traitements sont proches du domicile des personnes, plus la prophylaxie est suivie. Et c'est justement un des points que soulignait Cherniang à l'instant. Donc, est-ce qu'il y a des pistes autres pour aider, j'allais dire, les patients à pouvoir stocker dans des bonnes conditions les médicaments Non, parce que l'indiquait? non,
On toujours suggère aux patients, aux familles, pour trouver un petit pharmacie chez lui ou un petit centre d'infirmières qui ont le frigo et avec un générateur d'électricité pour continuer l'électricité si l'électricité coupe. Et vraiment, ça a aidé dans quelques pays à l'Est d'Afrique. Nous n'avons pas testé ça en Afrique de l'Ouest, mais c'est possible de faire ça. Je pense qu'il faut insister sur ce point, Assad, parce que de nouveau, la semaine dernière à Nairobi, tous les patients en prophylaxie vont au Kenyatta Hospital. Et ce message d'utiliser les health centers, d'utiliser les pharmacies, ne passe pas très bien pour l'instant dans beaucoup d'endroits. Donc, je pense qu'il faut renforcer ce message parce que le home treatment, Oui. c'est indispensable, home au sens large du terme. Oui, je pense ça aussi un kiné pour le emicizumab. Parce que pour le moment, quand on commence avec le emicizumab, on insiste que les personnes avoir le prophylaxie, le dose prophylaxie au centre. Mais ça, c'est pas grave parce que on aussi suggérait d'avoir le dose prophylaxie avec le emicizumab chaque 4 semaines. Donc, c'est pas grave pour les personnes de venir au centre une fois par mois. Ça, c'est un élément évidemment de progrès de la prophylaxie. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. On va en retenir une qui est posée. Est-ce que la tenue du registre est un prérequis pour bénéficier des produits pour la prophylaxie? Est-ce qu'on doit avoir, avant de lancer la prophylaxie, un registre patient? Oui, parce que c'est très important d'avoir ce tableau. C'est pas un registre complètement, mais il faut avoir un tableau avec les personnes ou les enfants qu'on va faire, on va mettre sur le prophylaxie avec le poids. Parce que ça va nous aider pour calculer combien est le besoin de ce pays pour mettre ce nombre des enfants sur le prophylaxie. Et ça va aider ça va aider le pays dans le futur pour développer et établir un très bon registre. D'accord. On doit conclure parce que pour le temps, pour laisser la parole à Edouard. Oui, s'il y a des autres questions, je peux répondre ça avec email. Donc, envoyer ça avec email, je peux faire ça par email, c'est pas grave. Merci d'avoir parlé en français aussi en particulier. Je pense qu'avec la deuxième présentation, si tu peux rester avec nous, il y aura peut-être des questions qui rejoignent la première et la deuxième présentation. Alors, je passe la parole à Mamadi et à Edouard. Thomas, je te laisse introduire. Oui, on a la chance d'avoir le docteur Mamadi Diakité, qui est donc le chef de service d'hématologie au CHU de Conakry, ainsi que Édouard Almelin, qui est de l'Association française des hémophiles, le comité régional d'Île-de-France, qui est la partie au fond des deux, à la fois médicale côté guinéen et patient côté France. Du travail qui était engagé dans le cadre du programme de la FAT établi par l'Association française des hémophiles. Et donc, on a cette vision justement de terrain, comment a été initiée, au fond, la prophylaxie en Guinée. Et donc, docteur Diakité, Édouard Almelin, nous vous laissons la parole. N'hésitez pas, quand vous voulez qu'on change de slide, de dire changement de slide, et Carole se fera une joie et un plaisir avec son doigt de changer la slide. Merci, Carole. Bonjour à tous, merci Thomas et merci Sadafar pour cette présentation très précise. Donc effectivement, docteur Diakité et moi-même, nous allons vous parler de l'exemple de la Guinée et je pense que ce n'est pas par hasard puisque c'est totalement d'actualité, le sujet de la mise en place progressive de la prophylaxie
tout d'abord à Conakry et puis avec des développements prévus dans d'autres régions de la Guinée. Donc c'est voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec vous c'est à la fois des faits qui sont donc très récents, qui sont complètement d'actualité, et nous allons essayer d'être très concrets sur ce que nous allons vous partager. Peut-être, docteur Diakité, si vous voulez vous présenter en quelques mots. Est-ce que vous nous entendez bien? Merci, M. Thomas, merci, M. Assad, professeur Philippe, et merci à Edouard. Merci à tous les participants. Je me nomme Diakité Mamadi. Je suis hématologue, chef service hématologie à l'hôpital Ignace Dine du CHU de Conakry. Et comme Edouard l'introduisait, depuis 2 ans déjà, nous travaillons avec les patients hémophiles et qu'on voudrait vraiment partager l'expérience de l'initiation de la prophylaxie dans le cadre de la Guinée. Et je laisse le soin à Edouard d'introduire notre présentation. Merci à vous. Merci, docteur. Puisque vous êtes présenté, je vais le faire aussi. Voilà, donc effectivement, Édouard Hamelin, je suis donc de l'Association française des hémophiles et notamment du Comité Île-de-France qui participe donc en collaboration donc avec les équipes guinéennes que nous allons vous présenter et nous allons vous présenter aussi les missions qui se sont réalisées et puis la suite des missions à venir. Et je suis également patient ressources, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure en parlant notamment d'éducation thérapeutique. Et patient ressources, donc je suis patient hémophile. Voilà, ce que nous allons vous présenter, voilà, donc merci Carole. Donc tout d'abord, en première partie, on va vous détailler un petit peu les objectifs de la mission, le contenu de la mission, ce qui a déjà été fait depuis 2 ans maintenant. Ensuite, pourquoi on vous parle de la prophylaxie? Alors, ça a déjà été pas mal présenté par Assad Affar, mais voilà, de voir véritablement les enjeux et pourquoi nous allons vous parler aussi d'éducation thérapeutique en lien avec la prophylaxie. Ensuite, nous allons vous dérouler un petit peu ce qui nous a semblé être les étapes clés du processus de la mise en place de la prophylaxie en Guinée. Et enfin, pour conclure, nous vous partagerons les prochaines étapes à venir et pourquoi elles sont très importantes dans le suivi de cette mise en place de la prophylaxie. Et puis, à l'issue de cette présentation, nous aurons sûrement un temps d'échange, de questions, de remarques complémentaires, de partage peut-être d'autres expériences. Donc voilà, donc merci à tous pour votre attention. Et nous attaquons directement donc voilà, sur la première partie. Donc là, vous voyez donc les équipes médicales, donc docteur Diakité, donc tout à droite de la photo, avec le docteur Farah qui est le deuxième en partant de la gauche. Donc ça, c'est pour l'équipe guinéenne de l'hôpital Ignace Dine et l'équipe française donc de l'hôpital Necker et du Kremlin-Bicêtre. Donc vous voyez donc tout à gauche Dominique Lannes, qui est donc médecin et spécialiste dans la partie diagnostic, donc pour tout ce qui concerne les analyses médicales. Ensuite, à côté du docteur Farah, à la gauche du docteur Farah, donc vous voyez Nathalie Grindac, qui est kinésithérapeute à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, spécialisée dans les maladies hémorragiques rares. Ensuite, vous avez Malika, que vous voyez devant, juste à côté de Nathalie Grindac, qui est infirmière à l'hôpital Necker. Et derrière, qui est barbu, donc vous voyez donc docteur Laurent Frenzel, qui est à la fois hématologue et rhumatologue, donc au centre de ressources de compétences de l'hémophilie de l'hôpital Necker. Donc voilà pour les équipes médicales concernées donc par ces missions. Ensuite, donc il y a les équipes associatives qui sont dans la slide suivante. Voilà, donc vous voyez donc tout à gauche de la photo, donc Abdoulaye Camara, donc qui est le président d'Aguilam.
qui est voilà, donc Agilam étant l'association guinéenne pour l'hémophilie qui est donc présente à Conakry, très active, très dynamique, et j'insiste bien sur ces mots puisque je vous en dirai un peu plus de l'importance de ces et du rôle d'Agilam dans le processus. Ensuite, à sa gauche, donc, vous voyez Monsieur Moussa, qui est un acteur tout à fait engagé au sein de l'association de patients. À sa gauche, donc, il y a Nathalie Aubert-Gomez, qui est comme moi à l'Association française des hémophiles Île-de-France, et donc engagée bénévole dans ces missions. Ensuite, vous voyez à sa gauche Jacques, qui est donc complètement engagé également, qui est parent de patients au sein de l'association Agilam. Et puis donc tout à droite, moi-même. Donc voilà pour la présentation des équipes concernées dans ce magnifique projet. Alors, pour vous dire effectivement voilà ce qui s'est passé en 2 ans, donc il y a eu trois missions sur le terrain, 2 en 2022, une autre en 2023. Donc ces missions ont porté, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais elles ont porté voilà sur voilà des prises de contact en présentiel, hein, puisque avant bien sûr on avait communiquer beaucoup à distance, voilà, pour préparer à la fois préparer ces missions, faire connaissance, voir aussi le contenu des missions que nous allions avoir et les contenus en fait de toutes les actions à mettre en place. Il y a eu donc la possibilité d'apport de différents matériels. Alors j'ai mis notamment pour les examens biologiques parce que voilà pour le diagnostic, donc notamment des réactifs, plus d'autres types de matériel qui seront détaillés tout à l'heure. On a parlé du diagnostic. À Sadafar, vous en avez beaucoup parlé sur le diagnostic. Donc là, il y a eu un fort développement des patients diagnostiqués qui se retrouvent au sein d'un registre qui existe déjà. Et en termes de réalisation, eh bien, il y a eu la mise en place de prophylaxie pour un certain nombre de patients, donc qui s'est faite donc toutes les semaines. Nous avons eu la chance de pouvoir assister à une séance d'injection. Donc c'était mardi matin, c'est programmé tous les mardis matins. Et voilà, ça a été un moment à la fois très fort et puis de voir de manière concrète ce que ça représente en Guinée, la mise en place de cette prophylaxie. Slide suivante, s'il te plaît, merci. Alors voilà, peut-être quelques chiffres juste pour vous résumer. Donc il y a eu des professionnels de santé, plus d'une 50aine qui ont été sensibilisés et formés sur les maladies hémorragiques rares et plus précisément l'hémophilie. Concernant le diagnostic, des professionnels formés donc sur le diagnostic, sur les analyses médicales nécessaires au diagnostic, et également quelque chose qui est encore un peu plus pointu sur le diagnostic des inhibiteurs. Voilà, donc voilà, donc ça. Et puis également, il y a eu beaucoup de familles qui ont été formées sur l'autotraitement. Et ça, on verra, on en parlera un petit peu plus tard avec l'éducation thérapeutique. Slide suivante, merci beaucoup. Voilà, donc là, nous allons voir juste se redéfinir. Donc, alors peut-être pas redéfinir, mais voir vraiment véritablement les enjeux de la prophylaxie et de l'éducation thérapeutique et voir le lien aussi entre les deux. Donc slide suivante, s'il te plaît Carole, merci. Voilà, donc juste ce que j'ai remis en fait, c'est un petit peu le standard et voilà, affirmé donc par la Fédération mondiale de l'hémophilie sur la prophylaxie. Donc ça a déjà beaucoup été discuté et présenté par Assadafar, donc ça je vais pas y revenir, mais voilà, c'est une recommandation forte de la Fédération mondiale pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Merci Carole. Concernant l'éducation thérapeutique, alors peut-être quelques mots sur l'éducation thérapeutique. C'est l'éducation thérapeutique, en fait, c'est un mode, si vous voulez, de sensibilisation pour les patients, les familles de patients et également les professionnels de santé
avec un objectif double, hein. L'idée, c'est dans l'idéal, de rendre autonomes les patients et les familles de patients sur l'administration des soins et aussi sur vivre avec la maladie au quotidien. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'objectif de l'éducation thérapeutique. Alors, comment ça se passe l'éducation thérapeutique? Ça se passe notamment sous forme d'ateliers qui sont co-animés. Et ça, je dis bien co-animés, c'est extrêmement important, à la fois par des professionnels de santé et des patients ressources ou des parents patients ressources, des parents ressources. Cette co-animation est extrêmement importante. Ce duo est très important puisque c'est pas que un professionnel de santé ou c'est pas que un patient ou un parent de patient qui anime ces ateliers. Ils animent ensemble. L'idée, c'est de partager l'expertise du professionnel de santé avec ce que peut ressentir un patient ou un parent de patient par rapport à la maladie avec qui il vit au quotidien. Voilà. Ça, c'est un premier élément très important, la co-animation. Et l'autre élément important sur l'éducation thérapeutique, c'est le fait l'idée c'est tout sauf descendant, c'est-à-dire que c'est ce professionnel de santé et ce patient ressource ou ce parent ressource ne vont pas être les seuls à parler, ils vont proposer des ateliers qui permettent un partage d'expérience, un partage d'expertise, donc pour mettre tout le monde au même niveau d'information et au même niveau de formation sur différents thèmes qui sont proposés. Peut-être, docteur Diakité, si vous voulez peut-être compléter pour donner quelques éléments en tant que professionnel de santé sur l'éducation thérapeutique, si vous voulez intervenir. Docteur Diakité, vous êtes en mute, donc il faudrait ouvrir votre micro. Merci. Je pense que pour le moment, Edouard a dit tout ce qu'on a fait, hein. C'est cette complicité entre le personnel médical, les patients, notamment les infirmières qui sont beaucoup plus impliquées. Et l'une des particularités aussi qu'on a, c'est le personnel d'appui pour les familles. Parce que vu qu'on avait un grand nombre de familles qui devraient bénéficier de cela, il fallait essayer de les mettre comme des coachs, les infirmières en coaching, qui pourraient faire des appuis et au niveau de l'hôpital et qui pourraient vraiment les accompagner aussi en dehors de l'hôpital. Et cette complicité aussi a été l'une des plus grandes réussites pour initier la prophylaxie, pour un complément d'information pour Edouard. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Carole, slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc nous passons donc aux étapes clés maintenant de la mise en place de la prophylaxie. Alors, concernant donc l'identification des patients, peut-être que docteur Diakité, je vous laisse peut-être aborder ce sujet si vous voulez, ou vous complétez, vous me dites ce que vous... D'accord, je pense que je peux aborder la partie. Merci encore, Edouard. Sur l'identification des patients, ça s'est basé sur les consultations de routine. Et l'initiation est partie de la deuxième mission de la FAT qui s'est passée du 24 au 28 octobre 2022. Et ça nous a permis, au cours de nos consultations de routine avec l'équipe de Necker, on identifiait au cas par cas les patients qui avaient un besoin imminent de traitement prophylactique. Parce que là, sur le coup, en fonction de nos capacités en facteur, il fallait essayer d'être plus sélectif et c'est lors de ces consultations. Donc, la troisième mission aussi, parce qu'on savait avec l'initiation de la prophylaxie, il y en a qui allaient commencer déjà à développer des inhibiteurs. Donc, ça a été un renforcement des capacités non seulement du laboratoire, mais aussi l'appréciation clinique pour essayer de voir déjà l'efficacité de cette prophylaxie. Au départ, c'était 25 patients qu'on avait identifiés éligibles à la prophylaxie et qui portaient sur 21 patients, dont une femme. On a une jeune dame hémophile majeure. Et aussi, il y avait 4 patients hémophiles B qui étaient nécessiteux de la prophylaxie. C'est vrai, avec le recul qu'on a maintenant, ça va largement au-delà de ça, mais à l'initiation, c'était 21 patients, dont une femme, et 4 patients hémophiles B. Slide suivant, s'il vous plaît. Et sur le plan laboratoire, nous avons la disponibilité aussi d'un automate SAT4 offert par la FAT,
qui nous permettait de faire non seulement le bilan du dosage de routine, mais aussi le dosage des facteurs et avec les dernières missions aussi l'identification des inhibiteurs. Il y a eu un renforcement des capacités, la recherche d'inhibiteurs en deuxième mission, aussi la formation laboratoire organisée, parce qu'il y a eu une formation que la Fédération mondiale avait organisée, qui a regroupé plusieurs pays, dont certains laborantins de notre pays qui ont assisté à cette formation. Donc, cette formation aussi est venue renforcer les capacités de nos laborantins dans ce processus-là. Il y a aussi la disponibilité de la laborantine de la FAT, qui malgré la distance, elle est vraiment disponible pour assister l'équipe sur place pour tout besoin et pour la mise en place des différents protocoles de techniques de laboratoire. Elle est vraiment disponible dans cet accompagnement à distance. Slide, s'il vous plaît. Sur le plan des médicaments, parce qu'il y a eu des consultations pour l'identification, ce qui a fait sur le plan laboratoire pour arriver jusqu'ici, mais l'autre souci aussi, c'était sur le plan des médicaments, notamment les facteurs anti-hémophiliques. Nous sommes actuellement en dépendance totale avec les dons de la Fédération mondiale et qui nous octroie des facteurs depuis juin 2021 déjà. Mais il y a quand même parfois des périodes de rupture. Et c'est vrai, notre souhait, c'est qu'il n'y a pas ces ruptures parce que les patients qui ont déjà débuté la prophylaxie et qu'il y a des temps de rupture, ça va encore favoriser la survenue de ces inhibiteurs. Et aussi, nous avons l'ouverture d'un rapport d'utilisation des facteurs pour anticiper sur les commandes avec une application pilote qui, la Guinée faisait partie de ces pays pilotes pour expérimenter cette application. Ça nous permet de remonter les informations au bon moment et ça permet également d'anticiper sur les commandes des facteurs. Donc, l'essai pilote a permis d'expérimenter cela parce qu'au début, on faisait un rapportage trimestriel et ce rapportage trimestriel nous mettait en retard par rapport à la remontée des rapports d'utilisation. Et l'utilisation de cette application pilote permet d'être à jour et d'anticiper sur les commandes. Et il y a aussi des avancées dans l'obtention de l'autorisation d'importation au niveau des autorités, parce que cela faisait partie aussi de l'un des soucis. Mais il y a de l'amélioration à ce niveau et on continue toujours à mener les plaidoiries au niveau de ces autorités pour que le délai d'obtention de cette demande soit le plus rapproché possible. Slide, s'il vous plaît. OK, sur le plan de l'éducation thérapeutique, je pense que je vais laisser d'abord la parole à Edouard d'introduire la partie et s'il y a des informations complémentaires, nous allons intervenir. Merci à vous. Merci docteur, merci beaucoup. Voilà, donc sur l'éducation thérapeutique donc qu'on a défini tout à l'heure, donc il y a eu des patients ressources. Alors peut-être préciser sur ce qu'est un patient ressource, enfin en tout cas tel que nous le définissons, en tout cas en France, c'est un patient ressource ou un parent ressource qui a bénéficié en fait d'une formation de 40 heures qui est accrédité donc par les agences régionales de santé en France et qui c'est une formation qui est identique à celle dont peuvent bénéficier en fait les professionnels de santé et cette formation est indispensable en fait enfin, en tout cas en France en fait pour pouvoir co-animer des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc voilà, ça c'est pour la présentation sur la partie française. Alors ce que nous avons réalisé à Conakry, c'est de co-animer donc avec des professionnels de santé guinéens, mais aussi nous avons co-animé ça avec des membres associatifs qui étaient soit patients, soit parents de patients, dans l'idée qu'ils puissent eux-mêmes se retrouver en capacité d'animer des ateliers sans que nous soyons forcément présents. Donc voilà, ça c'était important de bien s'associer tous ensemble pour réaliser, déjà définir les thèmes des ateliers, les réaliser et ensuite en faire le bilan et pouvoir en prévoir d'autres sans que forcément nous soyons là. Un élément important en fait de ces séances d'éducation thérapeutique, c'est que
Aguilam, donc qui est l'association guinéenne pour l'hémophilie, a été très mobilisatrice et a permis de rassembler un grand nombre de familles et de patients concernés par l'hémophilie et qui ont pu assister donc à ces séances d'éducation thérapeutique. Je tiens à souligner aussi que l'équipe médicale a été très mobilisée et notamment les équipes d'infirmiers et d'infirmières de l'hôpital Ignace-Dine qui ont assisté à quasiment tous les ateliers d'éducation thérapeutique et ça a énormément favorisé la dynamique de ces ateliers et donc essentiel pour parvenir à réaliser les objectifs de ces ateliers et tout cela, c'était à la fois une condition et aussi une conséquence de cet atelier, c'est-à-dire qu'on a toujours vu une très bonne communication et très intense, pérenne et très fréquente et une forte collaboration entre les professionnels de santé et l'ensemble des équipes associatives. Et ça, c'est essentiel. Alors, vous allez me dire, c'est pas que pour la prophylaxie, c'est aussi pour d'autres domaines, mais pour la mise en place de la prophylaxie, ça aide à aller beaucoup plus vite dans la mise en place de cette prophylaxie et aussi au fait que ce soit pérenne dans le temps, évidemment. Voilà. Docteur Diakité, surtout, vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez... n'hésitez pas. Et voilà, pour vous dire, donc je vous parlais des infirmiers et des infirmières, donc ça a été, ils ont été très très présents. Et alors, je ne vous ai pas cité les thématiques des ateliers. Vous vous doutez bien qu'il y en a eu un notamment qui a été clé pour la prophylaxie, mais les autres aussi ont été importants. C'est notamment l'atelier sur l'auto-injection. Donc évidemment, la présence des infirmiers et des infirmières de l'hôpital Ignace-Dine était très importante parce qu'ils ont pu apporter leur expérience, leur manière de sensibiliser les familles sur la prophylaxie. Donc, ils ont été extrêmement présents dans les ateliers sur l'auto-injection, en lien aussi avec l'infirmière présente de la FAT, qui était Malika, que je vous ai présenté tout à l'heure en photo. Il y a eu donc à la fois des familles et des patients qui ont été formés à l'auto-injection. Quand je parle d'auto-injection, ce n'est pas seulement l'auto-injection. On a parlé tout à l'heure de l'enjeu de la conservation des produits, l'enjeu aussi de la préparation des produits dans des bonnes conditions d'hygiène. Donc tout ça, ça a bien sûr été partagé lors de ces ateliers d'éducation thérapeutique. Et voilà. Et maintenant, une fois qu'ils ont été formés, une fois que tous les patients, les familles et les infirmiers et infirmières formés et sensibilisés à tous ces enjeux, ils sont maintenant en capacité de pouvoir partager à la fois les expériences et les expertises avec les nouvelles personnes concernées, c'est-à-dire les nouveaux diagnostiqués, parce qu'évidemment, dans l'idée, c'est qu'il y ait un nombre de personnes diagnostiquées, de patients diagnostiqués en forte hausse sur l'ensemble du territoire de la Guinée. Docteur Diakité, surtout, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est sur En termes d'éducation, en plus de ces groupes d'appui, il y a la conservation. On ne se limite pas seulement aux informations données, on vient s'assurer toujours des conditions aussi à la maison avec une équipe médicale et puis parfois les agents de la maintenance pour venir voir même les conditions de conservation des facteurs à domicile. Et ça permet d'être plus sûr encore, est-ce que si les familles qui peuvent faire maintenant l'auto-injection et qui sont à distance ont la possibilité de garder les médicaments à la maison, et tous ceux qui ne répondent pas à nos critères de conservation à domicile sont obligés de venir faire des soins à l'hôpital. Donc, ce sont ces groupes d'appui encore des infirmières qui nous assistent beaucoup sur ce plan. Mais il y a une communication qui est déjà établie avec les médecins aussi qui est beaucoup facilitée. Ça fait que les soucis, dès qu'il y a seulement, on a toujours la possibilité d'y remédier. Et aussi, l'autre chose qu'on a essayé de mettre en place par rapport à ces niveaux, c'est la communication sur les injections, l'auto-injection à la maison, parce qu'ils n'ont pas de rapport de registre pour enregistrer leur injection. Le registre pour enregistrer l'injection, si elle est effective, c'est au niveau de l'hôpital,
Donc, il y a une communication, que ce soit par vidéo, qui nous permet à l'infirmier résident au niveau de l'hôpital pour savoir est-ce que tel a réussi à faire sa prophylaxie à la maison, parce que la preuve, quand même, il le détient. Donc, ça permet d'être encore plus sûr pour l'enregistrement des facteurs administrés au niveau du registre. Donc, cette complicité-là, médecins, infirmiers, familles et patients, tous les patients adultes, c'est ce qui fait encore la bonne réussite pour la prophylaxie pour le moment, et ça a été une partie intégrante de l'éducation thérapeutique. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Est-ce que, Carole, est-ce que tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît? Merci beaucoup. Alors, voilà, on a voulu mettre des points de vigilance, des points de suivi qui nous ont semblé importants dans le cadre de la mise en place de la prophylaxie. Alors, ça a été déjà abordé, mais voilà, ça a été un point extrêmement important. C'est sur l'apparition possible des patients avec inhibiteurs au moment du démarrage de la prophylaxie. Et donc, c'est un élément clé voilà, de suivi, et avant le suivi même de diagnostic, puisque le diagnostic de l'inhibiteur nécessite une forte expertise, nécessite du matériel complémentaire. Peut-être, docteur Adakité, je vous laisse intervenir sur ce point. Oui, l'identification des inhibiteurs, c'est vrai, ça a commencé à la dernière mission avec les techniques de laboratoire. Pour le moment, on a un patient qui a identifié, qui a déjà développé les inhibiteurs sur la vingtaine de patients qui sont sous prophylaxie. Et leur gestion nous posera quand même pour le moment un souci à partir du moment qu'on n'a pas une autre alternative pour pallier à cela. Et aussi le bon approvisionnement des facteurs. Et cela va concerner les patients non seulement à Conakry, mais il y a d'autres qui sont dans des zones un peu reculées qui va poser un souci pour le moment. Et ce qui fait aussi la difficulté d'acheminement pour les régions, pour les patients en région. Mais ce que nous notons quand même, c'est qu'il y a une motivation du personnel, mais la question, c'est maintenir cette motivation et aussi la formation de ces gens-là de façon pérenne, que ce soit pour le personnel médical et aussi les familles. Mais pour le moment, il y a une motivation, il faut savoir la maintenir dans la durée. Absolument, et merci docteur, et je dirais que on a ajouté le mot pérenne. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un engagement dans le temps, un investissement fort dans le temps, dans le sens où il y a beaucoup de nouveaux intervenants qui arrivent. Quand je dis intervenants, le mot est peut-être pas bien choisi, mais parce qu'il y a beaucoup de nouveaux patients, de nouvelles familles qui découvrent le diagnostic de l'hémophilie. Et il y a aussi des professionnels de santé qui arrivent sur l'hémophilie, et donc qui ont besoin d'être sensibilisés. Et donc, c'est vraiment très important. À la fois, c'est partage d'expertise et d'expérience, et il faut que ce soit bien maintenu dans le temps. Ça, c'était vraiment c'est pour ça qu'on l'a mis, parce que c'est extrêmement important. Carole, merci beaucoup. Voilà. Donc, pour conclure, si vous voulez, sur cette partie-là, voilà, l'engagement sur le long terme, c'est exactement ce que nous venons de dire. En fait, c'est garantir la pérennité en lien avec la prophylaxie. La prophylaxie, c'est un engagement dans le temps. Hein. Normalement, voilà, quand on démarre une prophylaxie, elle est potentiellement à vie, et donc ça nécessite un suivi, ça nécessite d'avoir des personnes formées, à la fois les professionnels de santé et aussi les patients, les familles de patients. Donc c'est très important que ce soit inscrit sur le long terme. On a beaucoup parlé tout à l'heure de coopération, communication. Ça, c'est extrêmement important, justement, pour que pour la sensibilisation et les atouts, notamment de la prophylaxie, qu'est-ce que ça va permettre. Et là, c'est là où le rôle de l'association de patients joue pleinement dans le sens où elle peut témoigner en fait d'autres patients qui connaissent la prophylaxie depuis quelque temps maintenant et qui peuvent en voir déjà les bénéfices. Et donc voilà,
cette communication est extrêmement importante. Et sur la coopération, voilà, elle est essentielle pour que l'association puisse bien faire venir l'ensemble des personnes chaque mardi pour la prophylaxie et qu'il y ait, voilà, qu'il y ait bien ce suivi qui soit fait. Édouard, je me permets juste de Oui. t'interrompre, il reste que quelques minutes. D'accord. Donc, voilà, si on veut laisser un peu de place aux questions débordées, je vous invite peut-être à conclure. Pardon. Mais... Non, bien sûr. Sur les ressources, donc ça, on en a parlé par rapport au diagnostic, où il faut des ressources. Et puis, il y a aussi l'approvisionnement en facteurs par la Fédération mondiale. Donc ça, c'est des éléments, bien sûr, à prendre en compte. Et on a parlé voilà, aussi de la mobilisation des patients et des familles concernées, dont c'est la mission principale d'Aguilam. Carole, je te laisse peut-être, s'il te plaît. Voilà. Donc après, la suite, voilà, les étapes à venir. Donc, pour le cas de Aguilam, c'est concrétiser le jumelage avec la Fédération mondiale, qui est en route, qui est en marche et qui, voilà, si tout se passe bien, pourrait se concrétiser l'année prochaine, potentiellement. On a parlé du nombre de patients diagnostiqués qui va arriver en forte croissance. Également, alors peut-être, docteur Diakité, je vais vous laisser aborder le sujet sur l'intégration de l'hémophilie auprès du ministère de la Santé et peut-être sur la partie registre. Sur la progression du nombre de patients, ça c'est en forte croissance quand même, hein, parce qu'on a commencé en 2017 avec 7 patients et on a environ 80 patients actuellement, donc plus de 70 patients qui sont actifs. Et quant à l'intégration sur la liste des maladies non transmissibles, on a un accord verbal là-dessus, il reste à formaliser sur papier. Donc, nous continuons toujours les plaidoiries au niveau du ministère pour que ça soit le plus vite possible. Et même hier, on a eu un entretien là-dessus avec des engagements qui sont plus forts et qui nous donnent plus d'espoir sur un aboutissement imminent. Et par rapport au registre, nous avons un enregistrement local, mais aussi nous a mis à disposition à un moment aussi le registre de la Fédération mondiale que nous utilisons pour l'enregistrement des patients. Mais il y a un registre physique et un registre électronique qu'on utilise de façon parallèle. Donc, sur ces 3 aspects, c'est ce qui est fait pour le moment, notamment les démarches en cours pour l'inscription sur la liste des maladies non transmissibles. Nous avons eu quand même la certitude qu'on n'aura pas une unité spéciale pour l'hémophilie, mais elle est en voie d'être associée à la drépanocytose dans ces contextes-là. Et avec la mutualisation, on fera front commun sur la drépanocytose et l'hémophilie dans une même unité au sein des maladies non transmissibles. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres informations par rapport à la partie, mais c'est ce qui est d'actualité. Absolument. Merci beaucoup, docteur. Voilà, nous avons terminé en tout cas sur la présentation. Donc, merci à tous pour votre attention et nous espérons que ça... voilà, que ce partage d'expérience peut-être vous a apporté, alors pas forcément des idées, parce que je pense que vous les aviez déjà, mais notamment on a voulu appuyer sur des points très précis. Et voilà, si vous avez des questions ou des remarques. Édouard, docteur Diakité, merci beaucoup pour cette présentation, qui je pense sera très inspirante pour les personnes qui nous suivent, parce que vous donnez une démarche à suivre qui est assez précise, avec des éléments et des points d'attention. Il y a quelques questions qui sont mises en avant, et peut-être que Assad Affar voudra faire des commentaires, ou Cher Nyang. Il y a une première question. Quand vous dites motivation, l'enjeu de la motivation au fond des équipes et des professionnels, de quelle nature de motivation vous parlez? Parce que souvent, on parle de motivation, il ne suffit pas de motiver, mais c'est-à-dire il s'agit de donner en face, au fond, des raisons de faire, un intérêt à agir. Et donc, peut-être que c'est la question du professeur Olivat, au fond, de Madagascar, que je salue, qui a sans aucun doute, au fond, c'est quoi? Qu'est-ce que vous présentez auprès des professionnels et des familles pour les motiver, les raisons pour agir, la contrepartie, au fond? Docteur, peut-être Diakité. Oui, merci. Moi, je prends la motivation dans 2 dimensions différentes. La première dimension, d'abord, qui concerne cette motivation, c'est que c'est
bénévoles qui sont avec nous, parce que la plupart ce sont des bénévoles, mais qui sont très engagés, qui se voient dans des processus de formation, et ces processus de formation vont essayer, parce que si on se forme sur quelque chose, l'objectif derrière encore, c'est de mettre en œuvre cette formation et au profit des patients et aussi de sa profession. Donc, ça peut être un bon élément de motivation. Et l'autre élément de motivation, et pour la plupart, bon, vers nos pays, si les gens viennent faire des choses de façon bénévole, ceux qui sont en attente d'opportunités, dès qu'ils auront une autre opportunité qui pourra les apporter plus, c'est des gens qu'on va former et qu'on pourra perdre avec le temps. Ça nous amène encore à faire des formations à répétition. Donc, si on a la possibilité d'avoir des gens qu'on peut former de façon régulière et qu'on a la possibilité de les maintenir sans qu'ils ne soient tentés par une opportunité plus lucrative pour eux, c'est pour moi des motivations plus intéressantes qui pourront les maintenir et dans le temps. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si le docteur Assad Affar a quelque chose à dire après cette présentation que j'ai trouvée très complémentaire de ce que vous avez dit, parce que c'était une mise en œuvre et j'imagine que Assad Affar, vous avez peut-être un élément à dire. Quoi, voilà. Vous êtes en mute, Assad Affar. Vous êtes en mute. OK. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était génial. C'est très fort. Merci pour le travail que l'association française fait dans l'Afrique francophone et surtout sur le Guinée. Je voudrais seulement dire une chose de la diagnostic, parce que vraiment le diagnostic, c'est très important. Et il faut toujours concentrer sur le sur le diagnostic, surtout avec le prophylaxie. Il y a des possibilités d'avoir des inhibiteurs. Donc, il faut toujours avoir la possibilité de faire le test d'inhibiteur avec l'étude mélange, par exemple, d'abord pour avoir le taux d'inhibiteur avec le patient. Toujours le problème, c'est le réactif. Donc, je vais concentrer aussi sur le réactif. Si avec le jumelage, vous pouvez aussi fournir de réactifs pour tester pour l'hémophilie et pour le inhibiteur, ça va être très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, je ne vois pas d'autres questions. S'il y avait une question, est-ce qu'il y a un suivi qui est assuré des familles qui ont été formées à l'éducation thérapeutique? J'ai l'impression, dans ce que vous avez dit, docteur Diakité, Édouard Hamelin, que dans les deux cas, vous assurez un suivi assez important des personnes qui sont aujourd'hui accompagnées avec à la fois les infirmières, les accompagnements sociaux, etc. Peut-être, oui. Allez-y, docteur. Oui, justement, il y a un accompagnement pour ces familles. D'ailleurs, les premières familles formées sont impliquées actuellement pour donner des explications. Docteur Diakité, on vous a perdu. On est en train de vous perdre, docteur Diakité. Okay, est-ce que vous me recevez? Oui, là, oui. Là c'est bon. Oui. D'accord, merci. Je disais que les familles qui ont été formées dès le début déjà, ils sont suivis avec le personnel médical, notamment les infirmières d'appui. Mais au-delà de ça, ces mêmes familles sont impliquées actuellement, à côté aussi du personnel médical, pour l'information et l'éducation des nouveaux patients et des nouvelles familles. Parce qu'il y a de plus en plus de familles qui sont aussi en éducation thérapeutique qui sont complétés par l'équipe médicale. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question, il y a en tout cas une personne qui s'est posé une question. Louis Davy, est-ce que vous voulez poser une question? Oui, bonjour à tous.
Bon, déjà, j'ai pas une question. Je vais rapidement me présenter. C'est plus des appréciations. Donc, moi, je suis lui David, hémophile de type A sévère, âgé de 30 ans, au Gabon, membre de l'association gabonaise des hémophiles, en qualité de commissaire au compte. Donc, je suis un peu l'intervention de tout le monde et j'aimerais déjà dire félicitations, docteur Diakité, pour le rôle qu'il joue dans la mise en place de la prophylaxie et de tout l'accompagnement qui se fait en Guinée. Nous, au Gabon, nous avons commencé, M. Thomas Samir le sait très bien. Donc, nous sommes aussi confrontés à certaines difficultés qui ont été énoncées. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait aussi attirer l'attention de l'association pour qu'elle joue aussi le relais, parce que la partie médicale éprouve des limites. Mais c'est là où l'association en jouant ce rôle-là. Donc, moi, je tenais à dire toutes nos félicitations effectuées. Merci beaucoup pour cette appréciation, Louis Davis. À très bientôt et bonne fin d'après-midi à vous. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Merci à vous.